Salut, c'est Rich, je suis expert web et je vais répondre à vos questions dans cette vidéo. Pour commencer, on a Marion qui demande comment fonctionne un site internet, juste pour savoir en fait. Eh ben, je vais te répondre directement. En gros, un site internet, ça fonctionne un petit peu comme une énorme bibliothèque numérique où chaque livre correspond à une page web. Et ces pages, en fait, elles sont conservées sur des énormes ordinateurs qu'on appelle des serveurs. Et tout simplement, quand on va sur l'adresse du site avec notre navigateur, c'est comme un petit peu demander à la bibliothécaire d'aller nous chercher notre livre bien spécial, qui est en fait unique. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En gros, le processus, il commence tout simplement avec un DNS ou système de nom de domaine qui en fait transforme l'adresse web saisie, telle que par exemple www.google.com, et tout simplement la transforme en une adresse IP qui est compréhensible par les machines. Et donc une adresse IP, c'est un petit peu comme un numéro de téléphone, c'est un chiffre complètement unique. Et chaque page internet a son propre IP et c'est pour ça qu'un domaine ne peut être que unique. Donc on n'a pas deux fois google.com. Une fois que la machine a compris l'adresse IP, en gros, il va renvoyer des informations depuis le serveur. Donc il va renvoyer la page web qui est généralement codée en HTML, CSS avec du JavaScript. Et le navigateur assemble tout simplement toutes ces données pour qu'on puisse lire et interagir avec. Ça, c'est vraiment pour un site basique. Il y a souvent des interactions avec des bases de données, etc., des API, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Et en gros, c'est tout simplement comme ça qu'une page web fonctionne. Thomas Juteuse a demandé, quelqu'un pourrait me dire quelle est l'utilité d'un nom de domaine? Donc on va pouvoir un petit peu expandre sur les informations qu'on a eues dans la première question. Et en gros, comme on l'a dit juste avant, en fait, le nom de domaine, c'est l'adresse vraiment unique que les gens utilisent pour accéder à ton site web. C'est un peu comme l'adresse de votre maison, mais pour votre site web. Mais il n'y a pas que ça facilite aussi l'accès à ton site. Par exemple, si on n'avait pas de nom de domaine, on devrait rentrer à chaque fois les 9 chiffres de l'adresse IP. Ça serait un petit peu un calvaire. Donc c'est beaucoup plus facile de juste rentrer le nom de domaine plutôt qu'une adresse IP. Il faudrait retenir je sais pas combien de numéros de téléphone. Ça serait vraiment galère. Ça permet aussi de créer une identité en ligne. Généralement, Google, Apple, etc. Grâce à leur nom de domaine, ils sont devenus un peu plus puissants, etc. On peut faire des noms de domaine qui transpirent vraiment la marque. Aussi, c'est marrant, mais un bon nom de domaine, ça va augmenter votre référencement, donc le positionnement que vous allez avoir sur Google. Par exemple, si vous vendez des chaussures, vous pouvez mettre chaussuresenligne.com et ça va indirectement vous aider à être référencé assez haut dans Google, comme le nom de domaine match vraiment ce que vous faites et sur lesquels mots-clés vous voulez vous référencer. Et mine de rien, ça protège également votre marque. Si vous avez un nom de domaine avec le nom de votre marque, ça fera déjà une preuve en plus si quelqu'un essaie de vous voler votre identité, votre marque, etc., etc. On a Salma Xpy qui demande c'est quoi le dark web avec 3 points d'interrogation. Peut-être vous avez déjà entendu que le dark web c'était juste un refuge pour plein de trucs illégaux, etc., etc. On peut vendre des enfants, on peut faire investir une maison de gnomes, etc., etc. Mais c'est pas que ça en fait. En gros, le dark web, c'est la partie cachée d'internet qui n'est tout simplement pas accessible via les moteurs de recherche comme Google. Il fait en gros partie du deep web, donc le web profond, qui englobe tout simplement tout le contenu internet qui n'est pas indexé. Indexé, encore une fois, c'est sur Google, etc. Et comme je le disais, le dark web il est souvent associé à des activités illégales, mais il sert aussi à des fins légitimes, par exemple augmenter la sécurité de certaines communications, l'accès à certaines informations dans des pays où l'internet est tout simplement censuré, mais aussi peut-être le soutien des groupes de défense des droits humains qui est peut-être encore une fois banni dans les pays où ils exercent leurs droits, etc. Et en gros, pour accéder au dark web, ne le faites pas, ou en tout cas faites-le en connaissance de cause, parce que je sais pas quand même, malgré qu'il y a des trucs légaux, il y a quand même beaucoup de choses illégales. Et en gros, pour le faire, on doit tout simplement utiliser des programmes spéciaux qui permettent de cacher notre identité sur Internet. Et généralement, on utilise un programme qui s'appelle Tor. En gros, Tor, ça veut dire The Onion Router, qui permet de naviguer de manière anonyme sur Internet et sur le dark web. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les activités qu'il y a sur le dark web, parce que je vous connais, je suis sûr certain que vous avez envie d'avoir un petit peu des infos un petit peu croustillantes. Et généralement, sur des trucs qui font partie des activités illégales sur le dark web, il y a les marchés noirs, donc des reventes d'armes, de drogue, etc., etc. On y trouve aussi des services illégaux, par exemple engager des hackers, demander la création de faux documents d'identité. Et il faut quand même faire attention parce qu'il y a beaucoup de ces services qui sont des scams et en gros vous allez payer et vous allez littéralement rien avoir. Bien que pour moi vous ne devez quand même de toute façon pas payer à la base, mais voilà, vous savez comme ça que la plupart du temps c'est des scams. On y trouve aussi des documents interdits, du contenu interdit, par exemple des vidéos interdites, des trucs illégaux, etc. Des contenus illégaux. Donc voilà, il y a des trucs assez graphiques et des trucs vraiment pas super cool à voir. On a Frédéric Pierre, pas comédien, qui dit « Hier, ma femme et moi avons discuté que nous devions changer la chaise d'ordinateur. Ce matin, j'ai fait une recherche sur Kijiji pour voir les chaises usagées. Et puis là, sur Facebook, je vois cette pub.
comment Facebook sait à propos de ma recherche sur Kijiji? Je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent. En gros, on va sur un site, on fait une recherche quelconque, et puis 1 heure ou 2 après, ou même le jour d'après, on voit une pub qui est super, qui matche parfaitement ce qu'on a recherché sur Facebook. Mais il y a une explication qui est assez simple vis-à-vis de ça. En gros, ce qui se passe, c'est que les plateformes comme Kijiji, je crois que c'est ça le nom, ou Amazon, ou n'importe quel site d'e-commerce, etc., ben en gros, ils utilisent des cookies et d'autres technologies de suivi, en gros, pour collecter tes informations sur les différents sites. Et en gros, ces informations-là, qui sont sauvegardées dans les cookies, elles peuvent être partagées à des sites d'annonceurs, comme Facebook, Instagram, TikTok, etc., etc. Et là, en gros, j'imagine tout simplement que quand tu as fait ta recherche sur Kijiji, il y a eu un cookie qui a sauvegardé ce que tu as recherché et qui a vu tout simplement que tu t'intéressais aux chaises de bureau. Et Kijiji, comme énormément d'autres sites, il travaille main dans la main avec Facebook et d'autres sites d'annonceurs. Et donc, il a tout simplement partagé ces informations à Facebook. Et Facebook, comme il est très malin et qui veut faire un maximum de bénéfices et d'argent, il va te montrer du contenu qui est pertinent par rapport à ce que tu viens de rechercher. Et ça, c'est ce qu'on appelle le retargeting publicitaire. Et c'est une technique de marketing extrêmement puissante parce que voilà, vous êtes bombardé des produits que vous avez recherchés. Et donc, cette envie d'acheter grandit. Et au final, vous finissez par l'acheter. On a A2N qui demande, en fait, les cookies sur le web, là, c'est quoi? On y revient, donc on va pouvoir y rentrer plus en profondeur par rapport à la question d'avant. En gros, les cookies sur le web, c'est un peu comme des miettes de pain que tu laisses sur le site internet avec des informations qui te concernent tout simplement. En gros, quand tu vas visiter un site internet et que tu acceptes les cookies, ça va placer un petit fichier de texte sur ton appareil qui va tout simplement l'aider à se souvenir de toi et de tes préférences pour les prochaines fois que tu vas visiter le site internet. Et les cookies, ça ne sert pas juste au retargeting publicitaire, ça sert aussi à te garder connecté. C'est pour ça qu'on ne doit pas se reconnecter à chaque fois sur Gmail, sur Facebook, etc. C'est grâce aux cookies. Ça aide aussi les différents sites à personnaliser un petit peu ton expérience sur leur site. Par exemple, ça va sauvegarder tes préférences de langage, les paramètres de ton compte. Ça va aussi l'aider tout simplement à te donner du contenu qui est plus targeté, encore une fois, à tes préférences, etc., etc. C'est pour ça aussi que Pinterest, on a tout le monde a un mur un peu différent par rapport à ses recherches, à ce qu'il a aimé. Mais aussi, un point très important peut-être qu'on n'y pense pas forcément, ça aide les sites à améliorer la sécurité par rapport à tes informations et à tes comptes. Par exemple, s'ils suspectent que c'est pas toi qui essaie de te connecter ou que ce n'est pas toi qui est sur le site, directement, il va demander le mot de passe. Par exemple, vous pouvez être sur n'importe quelle plateforme. Dès que vous allez activer un VPN ou quoi que ce soit, directement, normalement, si c'est une bonne plateforme, ça va vous demander de vous reconnecter parce que il se dit, il était en Belgique il y a 2 minutes. Maintenant, il se trouve au Vietnam. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de chances que ce soit pas lui. Donc, je préfère m'assurer que ce soit lui et lui redemander son mot de passe. Ce qui est plutôt pas mal. À ce niveau-là, franchement, les cookies, c'est top. Un site est obligatoirement obligé de vous demander d'accepter les cookies s'ils en ont. Sinon, ça rentre pas du tout dans les accords internationaux et il risque de la poursuite judiciaire et de devoir payer des énormes amendes. On a maintenant Maki Ira qui demande tout simplement pourquoi j'ai des gros mots de captcha, de punaise pour faire des recherches Google. Et oui, les captcha, il y en a de plus en plus et franchement, des fois, c'est juste abusé. Chaque recherche, on a un captcha et c'est très, très, très ennuyant. Mais il y a plusieurs raisons. Enfin, il y en a surtout une principale. Pourquoi on a autant de captcha? En gros, tout simplement, Google et autres plateformes, ils utilisent les captcha quand ils voient une activité inhabituelle sur le navigateur. Et en gros, les captcha, ils apparaissent généralement quand Google ou n'importe quelle autre plateforme détecte une activité inhabituelle sur le site ou même sur ton ordinateur. C'est pour protéger au niveau des hacks, du piratage, etc., etc. Si tu en as vraiment à chaque recherche, c'est peut-être aussi parce que tu utilises un VPN et donc Google, il est un petit peu entre deux eaux et sait pas trop quoi faire. Peut être aussi que tu as un bon gros virus sur ton ordi ou que ton cache ou que tes cookies soient corrompus et donc dans ce cas-là, il faut tout simplement les vider et normalement ça devrait remarcher directement après. Aussi un truc à savoir, c'est que Google, ils sont assez malins et donc le truc de captcha, c'est évidemment pour la sécurité, mais ils en profitent aussi pour augmenter leur machine learning. En fait, à chaque fois qu'on résout un captcha, en gros, ça donne pas mal d'informations à Google pour augmenter son IA. Ouais, parce que généralement, les captcha, c'est essayer de trouver des trucs dans des images, par exemple, dire où est le vélo, dire où est le bus, etc., etc. Ça, tout simplement, c'est envoyé dans le machine learning de Google pour l'entraîner, pour qu'il puisse plus facilement détecter ces informations-là dans l'avenir. Et en gros, c'est vraiment ça, c'est vraiment entraîner
leur machine learning. On a JPen Short qui demande quel est le tout premier site web de l'histoire. Le tout premier site, il a été créé par Tim Berners-Lee en 1991 et il avait tout simplement pour but d'expliquer le WWW, donc le World Wide Web. Et en gros, c'est en quelque sorte le mode d'emploi pour faire des sites internet. On a Olivier Cracus qui dit « Pour rappel, ne faites jamais confiance à un site qui n'a pas de mention légale. 1, car c'est illégal. Et 2, comment on se protège en cas de souci. » Et en fait, il a tout à fait raison, Olivier, de dire ça. Et c'est vrai, franchement, faites très attention à ça. Si le site, il n'a pas de mention légale, il faut faire vraiment très attention. Ça, généralement, elle se trouve tout en dessous de la page. Dans le footer, on appelle ça donc le bas de page. Il est mis généralement mention légale, CGV, politique de confidentialité ou autre. Généralement, si elles n'y sont pas, ça veut dire que le site est peu fiable et potentiellement dangereux. Comme Olivier l'a dit, il y a 2 raisons pour lesquelles c'est crucial. Numéro 1, c'est tout simplement illégal de ne pas les avoir. Et numéro 2, la protection en cas de problème. Oui, parce qu'en fait, les mentions légales, ça va donner les informations nécessaires pour contacter le service en cas de problème, que ce soit pour tout simplement un produit défectueux, un service non rendu, une commande qui n'est pas arrivée. Sans ces informations-là, il sera quasiment impossible de te protéger, de porter plainte, etc., de te faire rembourser même. Donc voilà, faites vraiment très attention à ça, surtout sur les sites d'e-commerce. On a Paco Panza qui demande « Informatique, c'est quoi l'erreur 404 ?» L'erreur 404 est aussi appelée 404 not found, en anglais donc pas trouvé, et ça veut tout simplement dire, ce que ça veut dire, c'est généralement que le site n'existe pas ou que le sous-domaine n'existe pas, et c'est tout simplement une réponse HTTP qui signifie que le serveur n'a pas pu trouver la page. On a Melimelo qui demande, vous connaissez des métiers sympas dans le domaine du digital? Et pour moi cette question, elle pourrait même être répondue dans une vidéo à part entière, parce qu'il y a vraiment énormément de métiers dans le domaine digital. Je vais lister quelques métiers, et s'il y en a un qui vous intéresse, je vous invite à faire un peu plus de recherche sur cela. Il y a, dans le domaine digital, il y a développeur web, qui est donc ce que je fais, donc c'est faire des sites. Et tout simplement, tu construis des sites internet, des applications web, etc. Et aussi à prendre en compte maintenant qu'on a le no-code qui permet de faire des sites sans vraiment savoir coder. Donc c'est aussi bon à savoir. On a designer web, donc tout simplement de faire les interfaces pour les sites internet. On a data analyst et data scientist, qui est en fait le métier d'analyser les data, les données, donc tout ce qui est données, etc., faire des liaisons par rapport à des données. On a spécialiste en SEO et en gros ce métier il consiste tout simplement à essayer de faire monter les sites internet sur Google ou sur Bing, donc sur les moteurs de recherche. Voilà, c'était une petite série de métiers qui sont assez connus. Il y en a beaucoup plus et je vous invite donc à faire une petite recherche. Peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet parce qu'il y a vraiment énormément de métiers. Il y en a beaucoup que personne ne connaît. Donc c'est toujours intéressant de savoir. Peut-être qu'il y en a un qui vous plaira. On a Florent Viel qui demande, quelqu'un peut m'expliquer la différence entre UI et UX? En gros, l'UI, l'user interface, et l'UX, l'user experience, c'est 2 choses qui sont vraiment très liées, mais qui sont un petit peu différentes. En gros, on a l'UI qui représente l'interface utilisateur. Et c'est tout ce qu'on voit à l'écran, tout simplement. C'est les couleurs, les boutons, le design visuel, l'atmosphère, le branding, etc. Tout ce qui rend l'interface agréable à l'œil. C'est un peu comme l'apparence et le style d'une voiture, ce qui la rend attirante ou non. L'UX, ou l'expérience utilisateur, c'est plutôt l'ensemble de ton ressenti sur le site. Est-ce que tu trouves facilement les informations? Est-ce que tu vois facilement les boutons? Est-ce que tu trouves facilement ce que tu recherches, etc. L'UX se concentre donc sur la simplicité et le ressenti face à l'utilisation du site internet. C'est un peu comme la sensation que tu as quand tu conduis une voiture. On a Diego Sanchez-Lee qui demande « Mais au fait, c'est quoi le SEO ?» Et comme je l'ai dit auparavant, le SEO, en fait, c'est toutes des techniques qui permettent d'être référencé le plus haut possible sur Google ou sur Bing, enfin sur tous les moteurs de recherche. Et en gros, quand tu tapes quelque chose sur Google, le SEO va faire en sorte que certains sites apparaissent plus haut que d'autres. Et pour entrer plus en détail, le SEO, il se concentre sur plusieurs aspects. Il se concentre sur les mots-clés, c'est les mots qui sont recherchés par l'utilisateur. Et le SEO, il consiste vraiment à intégrer un maximum de mots-clés sur une seule page. Comme ça, le site pourra être ranké sur le mot-clé. Il se centre aussi sur le contenu de qualité. Il faut généralement essayer de faire des beaux articles de blog, des belles pages qui sont bien informatives. Il se concentre sur les liens. Et ça, c'est assez important, en fait, au final. Donc, sur les backlinks, ça s'appelle donc combien de sites référencent ton site. Par exemple, si votre site s'appelle, encore une fois, on va reprendre l'exemple de chaussures-en-ligne.com, qui parle de ce site web. Si beaucoup de gens parlent de ce site web, Google va comprendre que ce site, on peut lui faire confiance. Il se focus aussi sur la technique. Est-ce que le site est rapide, agréable? Et il se concentre sur l'expérience utilisateur. On repart encore une fois sur l'UX. Si les gens passent beaucoup de temps sur votre site, ça veut dire que les gens l'aiment et ça veut dire que Google voudra le montrer plus à plus d'utilisateurs. Par contre, si l'utilisateur il arrive sur le site et puis qui bouge directement, ce qu'on appelle un bouncing, ça veut dire que le site il est peut-être pas très attractif et donc Google va le mettre un peu plus bas. Maxime
9111 qui demande: vous connaissez de bons outils pour créer un site web sans coder? Et oui, en fait, maintenant on a ce qu'on appelle le no-code qui permet de créer vraiment des sites assez facilement et assez rapidement. D'ailleurs, j'en parle beaucoup sur cette chaîne. J'ai fait des vidéos sur Webflow, qui est ma plateforme préférée pour faire des sites grâce au no-code. Je vous invite à regarder la vidéo que je vais mettre ici. Je vous apprends comment faire un site web en à peu près 24 heures. Et il y a évidemment d'autres plateformes. Par exemple, il y a Wix, Squarespace, Weebly, WordPress. Enfin, il y en a vraiment énormément. Je vous invite un petit peu à les regarder un petit peu toutes et voir celles que vous aimez. Tapez juste dans Google les meilleures plateformes no-code pour faire un site web et vous allez trouver toutes les plateformes possibles et utilisables. Je sais bien que Wix est super utilisé. Squarespace aussi. Moi, encore une fois, ma préférée, c'est Webflow. C'est un petit peu plus professionnel, peut-être un petit peu plus complexe, mais c'est vraiment pas mal. Il y a aussi Framer qui est nouveau et j'ai aussi fait pas mal de vidéos par rapport à cette plateforme-là que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un petit peu la nouvelle plateforme qui est assez simple, mais qui est plutôt attirante et très facile d'utilisation. Et on a Kasamba qui demande quelle est la différence entre le front-end et le back-end. Alors pour ceux qui ne savent pas, généralement un site internet, il est constitué, ou même généralement les applications, sont constituées de front-end et de back-end. Et en fait, c'est un petit peu comme la différence entre la façade d'une maison et ce qui la constitue. Le front-end, c'est ce que l'utilisateur voit et interagit avec. Ça comprend l'UX et l'UI. En gros, c'est tout ce qu'on voit sur l'écran. C'est les boutons, les couleurs, le layout de la page. En fait, le boulot d'un développeur front-end, c'est de s'assurer que tout le site soit bien fait, soit joli, qu'il n'y ait pas de bugs graphiques. En fait, le web, il utilise les technologies de HTML, CSS et JavaScript pour faire le front-end. Quant à lui, le back-end, c'est tout ce qui se passe en coulisses, donc tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui se passe du côté du serveur. C'est la partie du site web qu'on ne voit pas, mais qui est essentielle pour l'utilisation d'un site internet. Le back-end, il va gérer la logique de l'application ou du site web. Il va par exemple faire en sorte qu'on reçoive les informations des bases de données. Il va aussi permettre l'authentification des utilisateurs, par exemple, et aussi il va faire tout ce qui touche au traitement de données de l'utilisateur. On a donc front-end développeur, back-end développeur, et on a, pour finir, on a full stack développeur qui s'occupe de tout. Donc il faut front-end, back-end, ils font vraiment tout le site de 0 à 100%, donc à la complétion. Voilà, c'est des full stack développeurs. Et voilà c'était la dernière question que je vais répondre aujourd'hui. J'ai fait un concept de vidéo un peu différent d'habitude. C'est un concept je me suis inspiré de Wired, je pense c'est le nom. Je trouve ça plutôt cool de répondre à des questions un petit peu rapidement sur des questions assez importantes ou même générales sur le web. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez la moindre question sur le web, sur Webflow, sur Shopify ou n'importe quoi, n'hésitez surtout pas à la mettre dans les commentaires et je vous vois à très vite sur ma chaîne. Salut!